Ça se lance. Hop. Alors pardon, oui, il faut que je fasse rentrer les gens en salle d'attente. Bonjour à tous, merci d'être là pour, ce webinaire. On va attendre 2-3 minutes que les personnes arrivent, parce qu'au moment vous êtes 16 et on a 68 inscrits, donc on va attendre un petit peu. Pour ceux qui ont des petites IA qui prennent des notes, si vous pouviez les virer. Là, j'en ai viré quelques-unes. Le webinaire est enregistré, donc on vous enverra le replay par la suite. Voilà, voilà. En attendant, toc. C'est super, on est une vingtaine, on peut commencer doucement. Donc, je redis merci, bonjour à tous. On est ici pour un webinaire qu'on organise avec notre partenaire Bearing Point Capital sur les levées de fonds. Je vous présente Victor qui va s'introduire juste après. L'idée de ce webinaire, c'est à la fois donc de parler de ces sujets de levée de fonds, mais aussi de vous introduire rapidement le partenariat qu'on a mis en place avec, bonjour Jérémy, avec Bearing Point et les avantages que cela peut avoir pour nos adhérents. Donc ici, il y a des adhérents et pas que. Donc on passera aussi un petit peu de temps là-dessus. Et à la fin, on vous laissera l'opportunité de poser des questions. Si vous avez des questions au fil de l'eau, vous pouvez les mettre dans le chat, la conversation, ou dans le petit onglet questions-réponses et on les prendra à la fin. Et Victor, je te laisse la parole. Super, merci Caroline. Merci à tous de vous connecter et d'être présents pour ce webinaire. Donc, on est sur un format assez court. Donc, comme a dit Caroline, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et si jamais il y en a certaines auxquelles on ne pourrait pas répondre, on pourra vous répondre éventuellement par mail après. Rapidement, moi je suis Victor Crété, je suis manager chez Bearing Point Capital. Je suis sur la partie capital, donc c'est-à-dire le Transaction Services et Deal Advisory, qui sont les deux services qu'on fournit dans l'entité Bearing Point Capital. Et je vais vous présenter très rapidement ce qu'on fait chez nous et ensuite on ira au cœur du séminaire qui est le sujet des levées de fonds. On fait partie du groupe que vous connaissez peut-être, qui est le groupe Bearing Point. On est une business unit de 80 personnes présente dans 80 pays et on travaille principalement avec des fonds d'investissement corporate et également des startups comme vous sur la partie levée de fonds ou session sur les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur la présentation. On parlera aussi un petit peu des services qui sont proposés lors du point sur le contenu du partenariat avec le Hub Francien. Et donc avant d'entrer dans le contenu du partenariat, l'objectif de ce webinaire, c'est d'expliquer un petit peu les tendances sur l'intelligence artificielle en 2025 et comment ça impacte potentiellement les levées de fonds. Donc j'imagine qu'il y a plusieurs fondateurs parmi vous, notamment de startups d'IA. Donc on va faire un petit panorama rapide avec un zoom sur la France, des levées de fonds aujourd'hui qu'il y a pu avoir en 2024 et ce à quoi s'attendre pour 2025. Donc tout d'abord, pour commencer, on voulait faire un petit step back sur l'année 2024 au niveau mondial sur les différentes levées de fonds. Donc comme vous le savez, il y a eu une année 2021 qui a été assez faste sur les levées de fonds et on a été sur une baisse de manière globale en termes de levée, sauf sur l'année 2024 pour l'intelligence artificielle. C'est pas le cas de la grande majorité des autres secteurs, mais pour l'intelligence artificielle, où on a eu de nombreuses levées de fonds, mais cependant avec une nuance, comme vous le voyez ici, puisque 70% du total levé aujourd'hui est porté par ce qu'on appelle les méga deals à plus de 100 millions d'euros, dont certains, là, les 5 plus gros que vous voyez, qui pèsent plusieurs milliards dans la balance. Donc, ça signifie globalement qu'il y a eu plus de gros deals, mais en nombre total de deals, il n'y a pas forcément eu d'augmentation, notamment par rapport à l'année 2021, malgré toute la hype qu'on peut avoir autour de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ceci étant dit, 2024, ça reste quand même une année de résistance pour l'intelligence artificielle, et même plus que de résistance, puisque les sujets, ou en tout cas les startups dans lesquelles il y a de l'intelligence artificielle, ou qui ont été en tout cas marketées comme telles au niveau des levées de fonds, ont représenté 37% du total des levées en 2024 dans le monde.
Et donc, c'est le secteur qui porte vraiment le montant total des levées en 2024, malgré une baisse plutôt généralisée sur cette année. Et donc, comme je vous l'ai dit, tout secteur confondu, et ça concerne aussi l'intelligence artificielle, le nombre de deals est en diminution sur 2024. Donc là, on est encore au niveau mondial. Et même en diminution, enfin, on atteint même le plus bas niveau depuis 2017. Donc, on a des montants levés qui peuvent être importants, mais ça signifie quoi? Ça signifie que les investisseurs sont beaucoup plus regardants aussi sur les différents deals qui arrivent sur le marché. Et donc, il y a un niveau de préparation qui est plus important derrière pour pouvoir lever. Donc, on peut être sur des levées plus importantes, mais il y a beaucoup plus de conditions et de critères qui sont regardés. C'est un peu la fin de l'argent magique des années 2021-2022 qui avait connu une croissance assez exceptionnelle en termes de levée de fonds. Quelques nouvelles si on regarde maintenant par région. Donc on a eu des années quand même, enfin globalement, hein, l'activité reste portée par les États-Unis, hein, qui représentent quasi tous les ans la moitié des levées de fonds. Sur l'année 2024, en revanche, comme vous pouvez le voir, il y a l'Europe qui grappille un petit peu plus de parts sur cette partie levée de fonds, hein, passant au premier trimestre 2024 de 21% à 25% sur le dernier trimestre. Et les différents analystes relèvent qu'il y a quand même une attractivité qui remonte un petit peu au niveau européen, notamment avec les annonces qu'il y a pu avoir autour des financements dans l'intelligence artificielle. Mais je reparlais un petit peu aussi des incertitudes géopolitiques qui touchent aussi l'IA aujourd'hui. Et un dernier graphique sur le montant un petit peu des levées de fonds, en zoom cette fois-ci sur la France. Donc on va retrouver aussi certaines tendances sur la partie intelligence artificielle. Donc là, on n'est pas sur les levées de fonds pour toute la France, hein, on est vraiment uniquement sur la partie intelligence artificielle. Euh, on voit donc qu'en termes du nombre de deals, il n'y a pas vraiment de tendance qui se dégage, si ce n'est une forte hausse sur le dernier trimestre 2024. En revanche, on voit quand même qu'il y a une petite croissance sur les levées de fonds, mais il faut nuancer ça par le fait que c'est souvent porté aussi en France également par les méga deals. Donc vous avez, j'en suis certain, entendu parler, et sur notamment 1,4 milliard levé par les startups d'IA en France en 2024. Il y en a quand même une grosse partie qui a été portée par Mistral, Poolside et Edge Company qui ont toutes eu des levées à plus de 100 millions, et notamment Mistral, hein, qui a levé 600 millions en 2024. Donc évidemment, ce montant assez élevé est à nuancer par ces méga levées. Et ça rejoint la tendance mondiale que j'ai décrite tout à l'heure, des levées qui sont potentiellement plus élevées, mais un nombre de deals qui est en diminution, même sur l'intelligence artificielle. Donc ça, c'était un peu pour la rétrospective, pardon, 2024. Et maintenant, si on se projette sur 2025, alors je vois qu'il y a quelques questions, je vous propose d'y répondre à la fin. Si on se projette sur 2025, on a évidemment un début d'année, donc j'imagine que vous avez tous suivi les différentes annonces sur le sommet pour l'action sur l'IA en France. Donc on a eu quand même une volonté, on va dire, politique de pousser le sujet en France et dans l'Union européenne. Beaucoup d'effets d'annonce, des retombées qui restent malgré tout encore incertaines aujourd'hui. Il y a évidemment les impacts géopolitiques récents qui vont venir jouer dans tout ça, mais aussi les différentes initiatives qui ont été annoncées et on va dire, les investissements promis sont encore aujourd'hui un petit peu flous en termes, enfin, sur la façon dont ils vont être redirigés. Donc les 109 milliards qui ont été annoncés en France sont quand même beaucoup via des investisseurs privés et très majoritairement dans les data centers. Avec là aussi des questions qui vont certainement se poser sur est-ce que finalement le besoin en data center est aussi grand que prévu, hein. Il y a quand même eu un effet DeepSeek qui a un petit peu
remis les cartes en jeu sur le besoin croissant ou non des data centers, ou en tout cas la croissance qui n'est pas forcément, qui va pas forcément être aussi forte et exponentielle que ce qui a pu être anticipé, avec des IA un peu plus frugales. Également, il y a eu beaucoup de choses qui restent du déclaratif, hein. On a une déclaration commune sur l'IA de 61 pays lors du sommet, mais c'est non engageant et on a quand même les pays leaders comme les États-Unis et le Royaume-Uni qui n'ont pas signé. Et enfin, malgré les tendances un petit peu géopolitiques, le sommet pour l'IA a quand même mis en avant les sujets d'impact sociétaux et environnementaux de l'IA et qui sont notamment portés par des initiatives comme le European AI Act tout ce qui va être protection des données, mais aussi des initiatives qui vont intervenir pour les sujets environnementaux et sociétaux. Donc à quoi s'attendre si on rentre un petit peu dans des parties, on va dire, plus opérationnelles sur l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, on voit quand même, hein, nous au sein notamment de Bearing Point, où on accompagne aussi plusieurs projets opérationnels auprès des grands comptes, c'est qu'il y a une évidente prise de conscience des usages de l'intelligence artificielle. Là, on voit quelques chiffres, hein, 71% des grandes entreprises qui utilisent déjà l'IA ou considèrent son usage dans un avenir très proche. Les cas d'usage que nous, on a principalement regardé hein, aujourd'hui, c'est sur les parties vente, marketing, optimisation de process de manière générale, et notamment dans l'IT, et tout ce qui va être aussi autour, évidemment, du traitement des fichiers et de l'analyse de documents. Donc ça, c'est les champs d'application qu'on voit le plus, et qui sont évidemment portés par l'IA générative dans ces entreprises. On voit aussi dans les contextes un petit peu opérationnels beaucoup de questions de nos clients sur le nombre de modèles et les modèles à utiliser. Est-ce qu'il faut plutôt utiliser OpenAI, DeepSeek, Mistral? Quel type de LLM? Est-ce qu'il faut utiliser ces LLM ou d'autres solutions de marché? Donc ça, c'est des questions qui vont être, enfin, qui sont de plus en plus posées par les différents utilisateurs de l'IA et qui vont être encore plus fortes au prisme des enjeux de souveraineté qui ont été posés notamment au sommet de l'IA, mais aussi par les différentes annonces et le contexte un peu géopolitique de protectionnisme, avec des annonces encore très fraîches, notamment hier. Donc on a vraiment des enjeux de souveraineté data qui sont beaucoup demandés par les clients en France, en particulier évidemment dans les industries bancaires, assurances ou même de défense. Et donc des clients qui sont très sensibles au sujet de la protection des données. Et des modèles, du coup, utilisés évidemment derrière. Il y a aussi, nous, ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'il y a eu beaucoup en 2024 l'effet FOMO, donc il faut utiliser l'IA pour utiliser l'IA, mais de plus en plus les clients quand même veulent avoir des résultats et un retour sur investissement. Donc ça, c'est un peu ce qu'on observe à chaque fois qu'il y a une nouvelle vague, on va dire, dans l'intelligence artificielle, hein. C'était aussi déjà le cas en 2016 avec le deep learning, mais aujourd'hui, maintenant que l'IA générative entre sur le marché et qu'on parle de plus en plus de AI agent, il y a quand même une volonté de s'assurer qu'il y a un retour positif sur l'investissement de ces solutions. Ce qui peut donc être un frein, en plus d'autres freins qui peuvent être les manques de compétences, les préoccupations éthiques ou de compliance dont on a parlé, mais aussi les coûts d'implémentation des technologies d'IA. On a aussi réalisé une étude en fin d'année 2024 pour comprendre un petit peu les tendances sur 2025 et qui reflète aussi les questions, donc là si je prends un zoom plus sur Bearing Point Capital, de nos clients directs qui sont les investisseurs, les fonds d'investissement, les VC, les private equity. Ce qui ressortait principalement, c'est que les investisseurs aujourd'hui, ils ont besoin d'être rassurés sur le fait que toutes les startups IA vont être très agiles dans leur processus et qu'elles vont être capables de résister à des potentielles ruptures sur le marché de l'intelligence artificielle. Et ça a été particulièrement vrai avec l'arrivée de ChatGPT, qui a obligé certaines entreprises à changer complètement leur modèle business, mais aussi leur modèle technologique derrière, hein. Nous, on a 27% des entreprises qu'on a étudiées et interrogées qui nous ont dit avoir totalement changé leur modèle à la sortie de ChatGPT. Il y a aussi évidemment des usages d'optimisation en utilisant cette fois-ci l'intelligence artificielle, hein. Aujourd'hui,
95% des startups qu'on a interrogées utilisent par exemple Copilot de Microsoft dans le développement informatique. Donc il y a vraiment une transformation totale de la façon de travailler et elle est évidemment plus forte dans les entreprises qui proposent déjà de l'IA parce qu'elles sont plus aptes à utiliser ces outils. Et ça, c'est important. Et nous, les investisseurs avec lesquels on travaille, la question qu'ils nous posent très régulièrement, c'est comment je peux m'assurer que l'entreprise dans laquelle je vais investir ne va pas être disruptée dans 2 mois par le prochain ChatGPT, le prochain DeepSeek, et donc ça signifie une boîte qui pourra faire la même chose pour beaucoup moins cher. Et donc ça, on peut évidemment étudier les tendances technologique et de recherche sur l'intelligence artificielle. En revanche, on ne peut pas non plus prédire évidemment l'avenir. Et c'est pour ça que le message d'être très agile dans la capacité à rebondir sur les modèles d'intelligence artificielle qui sont proposés est importante. Et donc, c'est pour ça que les fonds aussi vont aussi beaucoup plus regarder les process, comment est-ce que l'entreprise a mis en place les différents process d'intelligence artificielle, les types de données qu'elle utilise et comment elle pourra rebondir si besoin pour conserver son business model. Donc, c'est un petit peu ce qui est ressorti de notre étude qui est sortie en fin d'année dernière. Et donc maintenant, si on creuse sur les sujets vraiment de levée de fonds et ce à quoi s'attendre en 2025 pour les startups d'intelligence artificielle. Très rapidement, un pas en arrière sur les sujets de levée de fonds. Évidemment, on ne va pas regarder la même chose en fonction de quelle étape ou quelle levée de fonds l'entreprise d'intelligence artificielle est en train de préparer. On va vraiment avoir ce qu'on appelle le pré-seed, hein, qui peut être même, il peut même y avoir des choses auprès des business angels, du crowdfunding, des choses comme ça. Ensuite, il y a le seed qui va être plutôt au niveau des VC. Série A, on est encore potentiellement aussi sur du VC. Et après, on va être potentiellement sur des grandes entreprises, du private equity. Donc, il y aura des choses différentes qui vont être regardées. En revanche, si on a quelques messages un petit peu généraux à passer auprès des entreprises et des fondateurs d'intelligence artificielle, et qu'est-ce que les investisseurs aujourd'hui regardent? Donc, il y a ce dont je vous ai parlé sur l'agilité des entreprises d'IA et de leurs modèles, mais il y a aussi des messages un petit peu plus généraux, hein, qui sont aujourd'hui les craintes, elles sont sur la viabilité des nouveaux produits d'IA. Euh, Avant, on avait des investisseurs qui n'étaient pas forcément très acculturés au sujet d'intelligence artificielle. C'est plus le cas aujourd'hui. Ils comprennent mieux les technologies qu'il peut y avoir sur le marché. Et aujourd'hui, ils veulent être certains que les nouveaux produits qui sortent sur le marché de l'intelligence artificielle euh, ont un marché qui leur correspond et qu'il va y avoir une viabilité de ce produit dans le temps. Et donc, ça renvoie aussi, hein, au message que je viens de passer sur l'agilité pour changer les différents modèles d'intelligence artificielle. Il y a aussi l'avantage compétitif de la technologie qui est proposée. Ça, c'est un point qui revient très régulièrement. C'est comment s'assurer aujourd'hui que la techno, ou on va dire, enfin même l'intelligence qu'il y a derrière dans les modèles est réellement compétitive. Et il y a vraiment des craintes évidemment sur toute la generative AI aujourd'hui. Est-ce que finalement des modèles qui étaient très bien avant, on n'arrive pas à le faire avec un LLM open source sur le marché, avec peut-être, on va dire, un niveau de performance un peu moins fort, mais largement suffisant pour le marché. Et ça, c'est des choses qu'ils regardent beaucoup. Nous, dans nos missions, on va beaucoup regarder aussi le niveau de performance des modèles qui sont proposés. Donc, on va faire des comparaisons entre le niveau de performance qui vont être proposés. Et donc, ça, c'est important en tant que fondateur d'être solide sur la capacité de ces modèles ou de son produit à proposer des niveaux de performance supérieurs par rapport à des concurrents. Et notamment que ces niveaux de performance soient pertinents pour le marché. Si on dit, OK, ouais, on peut atteindre 99% d'accuracy, c'est très bien, mais si 95% ça suffit au marché, eh ben, ça pose des questions du coup sur la pertinence des modèles et les coûts qu'il peut y avoir derrière. Donc ça, c'est vraiment des sujets de fond que vont regarder les fonds d'investissement sur la rentabilité, sur l'avantage compétitif du modèle.
Une chose auquel n'échappent évidemment pas les entreprises d'IA, et ça vaut pour l'intégralité des entreprises, hein, c'est l'atteinte de la rentabilité rapidement. Donc, comme j'ai dit, 2021, 2022, on était sur des années un petit peu magiques en termes d'investissement. On regardait surtout la croissance, on regardait un petit peu moins la rentabilité. Dès 2023, ces questions ont été beaucoup plus regardez, et aujourd'hui, 2024-2025, ça ne change pas. Évidemment, on n'attend pas d'une boîte qui vient de se lancer d'être rentable. En revanche, on attend un plan pour y arriver, qui soit chiffré, concret, et qui montre que la rentabilité devrait être assez proche, ou en tout cas qu'elle pourra être maîtrisée sur un temps court, ou en tout cas qui peut être démontré. Et enfin, il va y avoir beaucoup d'enjeux, mais je vais en reparler sur la slide suivante, sur la valorisation des entreprises d'intelligence artificielle et le risque de surpayer certaines entreprises. Donc aujourd'hui, les fonds d'investissement étaient prêts à avoir des valorisations assez élevées sur l'IA, donc notamment avec l'effet FOMO, et il y a des différents enjeux donc sur la rentabilité, mais aussi donc ce qu'on appelle un peu l'effet DeepSeek, où on se rend compte qu'en fait, on a peut-être payé très cher des entreprises qui disaient qu'elles étaient les seules à pouvoir faire des choses, et en fait, il y a des entreprises qui sortent, qui peuvent faire qui ont des performances très bonnes, avec des coûts beaucoup moins élevés. Et donc ça, forcément, ça va avoir un effet après sur les prix et les valorisations des entreprises. Qui me fait arriver sur le dernier message avant de présenter le partenariat avec le Francia, qui est que l'importance de préparer évidemment sa levée de fonds est de plus en plus prégnante. Et donc, ce qu'il faut, il y a plusieurs choses qu'il va falloir regarder pour la stratégie donc, de levée ou de cession, hein. Ça peut être un rachat par une entreprise notamment. Et parmi ces réflexions à avoir dans la partie préparation que vous voyez ici, donc là on a remis, on va dire, le très haut niveau, le process d'une levée de fonds. Et donc la première partie qui prend facilement 2 3 mois en fonction de la maturité de l'entreprise, c'est la préparation de cette levée. Donc qu'est-ce qu'on va regarder? Quel est un peu l'equity story qu'on va mettre en place pour les fonds d'investissement? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être conscient du potentiel de son entreprise, avoir les discussions sur les parts qu'on est prêt à donner aux investisseurs. Et et ça c'est important, est-ce qu'on a le bon timing sur le marché? Est-ce que c'est le bon moment pour lever des fonds? Ça dépend, il n'y a pas de réponse magique, ça dépend de plein de critères. Et ça, c'est des choses qui sont à étudier pour s'assurer qu'on a le bon timing. Comme je l'ai dit, ce qui va être évidemment regardé, c'est de s'assurer donc de la performance, donc le chiffre d'affaires, mais aussi de la rentabilité si elle existe ou du plan pour atteindre cette rentabilité. Les réflexions aussi, ça va être de bien regarder les concurrents technologiques sur le marché, pour s'assurer qu'on a un argument pour chacun des concurrents principaux, pour démontrer que la technologie est potentiellement meilleure ou les performances sont meilleures, et si elles sont meilleures, est-ce que c'est pertinent, de ce dont je parlais tout à l'heure, de grappiller certains pourcentages de performance ou non. Les différentes options d'investissement, on pense souvent au VC, au private equity, mais il ne faut pas négliger aussi les corporates. Et parfois, on fait ce qu'on appelle un dual track sur les levées de fonds pour aller avoir un discours pour plutôt les fonds d'investissement, un discours plutôt pour les corporates en fonction des stratégies qui sont adoptées. Ça, c'est des choses aussi à réfléchir en amont. Le modèle économique sur l'IA, où on voit de plus en plus de choses, et ça, c'était aussi une des conclusions de notre rapport. Être généraliste, ça devient très compliqué d'avoir un discours aujourd'hui sur l'intelligence artificielle en disant on est généraliste, on a un modèle qui peut toucher tout type de produit. Il y a tellement d'entreprises comme évidemment OpenAI, Mistral, etc., qui ont des fonds extrêmement importants et qui ont cette vocation à être généralistes. Et les fonds savent très bien qu'il faut beaucoup d'argent pour être généraliste dans l'intelligence artificielle. Donc ça devient compliqué d'avoir ce discours. Et donc il faut aussi avoir un discours qui montre qu'on va potentiellement aller vers des marchés de niche, mais qui vont plus répondre aux besoins de ces marchés-là. Ça c'est pas forcément intuitif, mais dans l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on retrouve beaucoup. Et le dernier point, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut bien aussi réfléchir aux attentes sur la valorisation et les prix. Ça reste aujourd'hui quand même difficile. On est sur un marché. Alors, l'IA n'est évidemment pas naissante, mais toutes les nouveautés qu'on peut avoir aujourd'hui autour de l'IA font que les comparaisons, donc souvent quand on regarde la valorisation, on va regarder les multiples par rapport aux transactions précédentes, mais il y a beaucoup de petites entreprises, donc ça reste compliqué de se comparer. Les grosses levées ne sont pas forcément représentatives du marché, et donc il faut aussi réfléchir aux attentes sur la valorisation et le prix de l'entreprise. Voilà un petit peu pour la présentation générale. J'en viens donc au partenariat qu'on a établi aujourd'hui entre Bearing Point Capital et le Francia.
Ce qu'on propose aujourd'hui, nous, aux membres, aux personnes qui sont membres du Hauts-de-France-IA, donc c'est un accompagnement sur mesure pour la levée de fonds ou n'importe quel process de M&A, même si c'est une vente, par exemple, à un industriel qui est envisagé. Et on apporte du coup notre connaissance aujourd'hui sur les sujets de tech et en particulier d'intelligence artificielle qui sont une de nos forces. Nous, on travaille quasiment uniquement sur des deals qui sont en lien avec le software, donc la technologie. Sur la partie transaction de services, on fait beaucoup de tech due diligence, par exemple. Et donc, on a cette expertise-là sur la tech qui permet de mieux mettre en avant les actifs technologiques des entreprises qui sont positionnées sur ce secteur, et donc en particulier de l'intelligence artificielle. Et à côté, également notre expertise sur le deal advisory. Donc, on a déjà fait plusieurs levées de fonds. On s'est renforcé sur ces sujets-là aussi ces dernières années dans les pays où on est présent en Europe. Et donc, on peut accompagner les startups sur ces sujets-là. Et les avantages aujourd'hui des membres du Hub France IA, c'est une remise commerciale sur ce qu'on appelle le retainer, donc de 10%. Donc le retainer, c'est la part fixe qui est payée pour la levée de fonds. Et après, il y a une part variable sur les success fees. C'est la façon dont on se rémunère. Donc aujourd'hui, il y a 10% sur ces retainers et également sur les missions de conseil qu'on pourrait proposer avant le deal ou après le deal, notamment s'il y a des sujets d'intégration, si vous êtes surtout si vous êtes dans un, non pas à la vente, mais si vous rachetez des entreprises, il y a aussi pour les membres du Francia cette réduction qui peut s'appliquer. Donc voilà un peu, je ne vais pas passer de temps sur ce slide parce qu'on a déjà passé beaucoup de temps, il n'y a plus que 3 minutes pour les questions. Mais voilà un petit peu globalement ce qu'on peut effectuer sur les différents processus de la levée de fonds. On pourra envoyer tes slides aussi, Oui, bien sûr, Victor, oui, comme elles sont ça, faites pour. Ouais. parfait. Donc très clair. Et puis ce que je mettais dans le chat aussi, c'est que Victor est pour nos membres, hein, il est dans notre Slack communautaire. Donc si vous avez des questions voilà, qui ne nécessitent pas du conseil long, il est là aussi pour vous aider, vous orienter et puis voir avec vous si c'est pertinent d'aller dans un accompagnement plus poussé par Bearing Point. En tout cas, merci beaucoup Victor pour cette présentation et ces éléments très clairs dans un temps record. On a une question pendant ta présentation. Alors, tu as un peu Ouais, répondu, mais je pense que c'est intéressant d'y revenir. La question, c'était la récente annonce des tarifs par Trump a-t-elle un impact sur le monde du software, notamment de l'IA? Donc, tu ouais, es passé un peu dessus, mais je pense qu'effectivement, c'est des questions qui se posent beaucoup en ce ouais. moment. Il faudra que je regarde. Donc, on a vu les annonces là, de protectionnisme de Trump, notamment 20% sur l'Union européenne. Euh, il faut que je me penche aujourd'hui sur l'impact que ça va avoir sur les services. Donc, je ne sais pas aujourd'hui concrètement comment ça va impacter le monde du software. Je ne pourrais pas forcément donner de réponse là-dessus. Ça impacte très clairement tout ce qui va être marchandises, produits, donc potentiellement des choses sur les GPU, mais aujourd'hui, je ne saurais pas vraiment dire ce que ça signifie pour le monde du software et pour ceux qui achètent notamment, enfin qui vendent du service plutôt aux États-Unis. C'est un point sur lequel il faut qu'on se penche. Merci Victor. Il y a une autre question. Alors, du coup, je pense qu'il n'y a pas la réponse, mais je te la mets quand même. Comment s'articule l'accompagnement sur mesure et quel serait le tarif? Je pense que il faut contacter Victor. Tu peux y aller, faites, tu le contactes directement et puis vous cadrez ça Tout à fait. ensemble. Ce sera plus efficace. C'est ça. Donc pour un processus de levée de fonds, en général, il y a ce qu'on appelle un retainer, donc un prix qui est payé tous les mois, qui correspond évidemment pas au temps passé réel sur le projet, puisqu'après, il y a une partie success fees, qui est donc un montant de la levée de fonds en pourcentage, ce qui nous permet de nous rémunérer en fonction de la levée de fonds. Et effectivement, en fonction de la taille de la boîte, du montant de la levée envisagée, on va pas être tout à fait sur les mêmes retainers ou sur les mêmes success fees. Il a dit OK, merci. Donc c'est bon. Très bien. Il y a ton mail, je l'ai mis dans le chat, donc c'est Ouais, parfait. n'hésitez pas évidemment à nous contacter, même si vous êtes en phase de réflexion, on peut toujours prendre un temps pour en discuter en En amont, amont. et évidemment, sans que ce soit engageant pour quoi que ce soit. Super, eh ben, on est arrivé au bout de ce webinaire. Si vous avez des questions par la suite, après réception des slides, n'hésitez pas à contacter Victor. Et concis, complet, bravo, tout le monde te dit merci, bravo, merci, merci, merci beaucoup Victor. Et puis à très bientôt pour les suites de ce partenariat.
Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir.